savent c'est quoi ça, Bistro Brain. Qu'est-ce que ça implique? Êtes-vous déjà venu voir ça, Bistro Brain? C'est-tu la première fois de ben du monde à soir? Non, vous savez c'est quoi? Vous savez pas c'est... Ça commence bien. J'ai l'impression que la chasse ne veut pas que je fasse mon événement. On va continuer pareil. On va enchaîner. On va essayer de faire ça. Donc, bienvenue. Je me présente. Moi, Gabriel Parent, un étudiant au baccalauréat en psychologie à l'UQTR, qui est ici, à Trois-Rivières. Je suis coordonnateur du comité du Bistro Brain depuis près d'1 an, en co-coordination avec Mathilde Thibodeau, qui est à la technique ce soir. C'est la pro de l'info. Merci à elle. Sans elle, on ne serait vraiment pas des pros de l'info. Pour ceux qui ne connaissent pas Bistro Brain, c'est une OBNL, dans le fond, organisation à but non lucratif de vulgarisation scientifique, qui a été fondée en 2017 et dont la mission est de diffuser la science au travers du plaisir et de rendre la connaissance scientifique accessible et amusante au public. Dans le fond, le format des soirées, ça va tout le temps être un 4x5 présentations ou 4 présentations ou 5 présentations. Ce soir, dans le fond, il y en a 4. C'est 12 minutes de vulgarisation scientifique suivi de 5 minutes de période de questions. Bistro Brain est établi à Sherbrooke, à Montréal et maintenant depuis 1 an à Trois-Rivières. Yes, sir! Trois-Rivières devient incroyable avec Bistro Brain. Bistro Brain, c'est aussi un podcast et des formations de vulgarisation scientifique que vous pouvez retrouver toutes ces infos-là sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, name it, on est partout pour être vraiment diffusé partout. Le plan de la soirée, dans le fond, ça va être 4 présentations sur des mythes populaires de 12 minutes, comme j'ai dit, avec 5 minutes de questions. Fait que pensez à vos questions. Puis il va y avoir une pause de 10 à 15 minutes après la deuxième présentation. C'est important de rester attentif parce qu'il va y avoir un quiz à la fin de la soirée. Puis le quiz vous permet de gagner quoi? De la bière! Fait que si vous êtes attentif, vous vous saoulez à soir. Ça, c'est hot. Très hot. J'aimerais remercier nos commanditaires de la soirée, ceux qui permettent de rendre la science accessible à tous de façon gratuite. L'Association générale étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est l'association étudiante principale à l'UQTR. C'est donc la référence pour toutes vos questions concernant vos droits en tant qu'étudiant ici à l'UQTR. Merci à vous, merci à vous, merci à nous, merci à tout le monde. Je vais enchaîner tout de suite en vous présentant la première présentatrice de la soirée, dont le PowerPoint va s'afficher genre... Maintenant! Donc, Ariane Cassista va venir vous présenter une présentation intitulée « Corps sur demande, pouvons-nous réellement modifier notre poids ?» Ariane est une étudiante au doctorat en psychologie au PhD, le profil recherche. Elle s'intéresse à la promotion de la santé dans une perspective de santé publique. Elle s'intéresse à la psychologie de la santé, à l'image corporelle et aussi aux principaux déterminants de l'image corporelle. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Ariane avec des cris, des applaudissements, toute l'équipe. Bonjour à tous. J'ai jamais parlé avec un micro, fait que si jamais je crie par la tête, je peux faire signe. Vous voulez que j'aille ici comme ça? Ok, parfait. Je suis super heureuse d'être là pour vous parler d'image corporelle, de poids, un sujet qui peut quand même être assez tabou, je l'avoue, mais c'est pour ça qu'on démystifie les mythes. Donc, le mythe qu'on va jaser entre nous dans les prochaines minutes, ça va être le mythe selon lequel il est possible de contrôler notre poids corporel. Je vous avertis tout de suite, les chances que vous appréciez ma présentation sont assez faibles. Mais là, partez pas tout de suite. Vous pouvez rester, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand on parle de poids, quand on parle d'image corporelle, ça peut nous rendre inconfortable un peu parce qu'on est tous affectés par ça. On a tout un corps, on a toutes des parties de notre corps qu'on aime moins que d'autres.
Puis, quand on démystifie le mythe qu'on peut ou non jouer avec notre poids corporel, le modifier, ben, on va à l'encontre de tout ce qu'on s'était dire depuis le début de notre vie. On a tout le temps eu l'impression qu'on avait le contrôle sur notre poids. Puis aujourd'hui, moi, je vais vous dire, peut-être pas autant qu'on voudrait. Puis, il y a un phénomène en psychologie, j'imagine que j'ai beaucoup de collègues en psychologie. Ouais! C'est la dissonance cognitive qui fait que quand on se rend compte que nos croyances sont peut-être pas autant fondées qu'on pensait, ben, ça nous fait un petit malaise, un petit inconfort. Fait que j'ai gardé un peu de temps à la fin, j'espère que j'élabore pas trop pour qu'on en discute ensemble. On va commencer doucement par la base. Donc, qu'est-ce que c'est l'image corporelle? L'image corporelle, c'est la perception subjective que quelqu'un va avoir de son corps. L'évaluation qu'on fait de notre corps, les émotions qu'on a envers ce corps-là, et une perception envers ce corps. Ce qui arrive, c'est que ça peut être super positif, mais ça peut aussi être négatif. À main levée, qui a déjà voulu changer quelque chose sur son corps? Qui a déjà voulu modifier son apparence? Moi, souvent, puis ce qui arrive, c'est que c'est un bon ratio. C'est ce qui est prouvé dans la littérature aussi, c'est que l'insatisfaction corporelle, c'est un vrai problème en santé publique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder. Et pourquoi quand on est insatisfait, qu'est-ce qu'on va tenter de faire? Ben, un peu pour ça qu'on va essayer de modifier notre poids. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on pourrait modifier notre poids. Je pense qu'il y a autant de raisons qu'il y a de gens dans la salle. On en fait beaucoup. Je ne passerai pas avec mon petit pointeur un par un. Je vais y aller. En gros, ça peut tout se résumer par le contexte socio-culturel. Qu'est-ce que je veux dire par contexte socio-culturel? Je parle de la pression qu'on ressent depuis tout le temps par les médias, les journaux, les réseaux sociaux, peu importe. On est tout le temps surexposé à des idéaux de beauté qui sont majoritairement idéalistes. Il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles d'être affectées par cette exposition-là. Et c'est ce qu'on appelle l'internalisation des idéaux. Quand on parle d'internalisation, on parle d'un processus mental, j'ai écrit souvent inconscient. Mais entre vous et moi, c'est la plus grande majorité du temps inconscient. Puis ça se transpose en fait de à quel point je trouve ça correct d'adhérer à un idéal de minceur. Les gens les plus susceptibles d'être affectés par ces idéaux-là, ça va être ceux qui sont le plus proches de ces idéaux-là. Je ne sais pas le champ idéal, mais plus je corresponds à un standard de beauté, plus je vais tenter de l'atteindre le plus possible. L'idéal de minceur. Ça, c'est celui qu'on connaît depuis tout le temps, depuis la vie. C'est l'actualité, hein, je me suis pensée de même. Les mannequins, mais on peut remonter là, ça date pas d'hier avec les corsets. Depuis probablement, j'essaie de calculer une moyenne d'âge rapidement. Je pense que tout le monde a été affecté par l'idéal de minceur à un moment dans leur vie. C'est surtout les femmes, par contre. Et là, messieurs, c'est pas. On a l'idéal de musculature qui est, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer en détail, le fait de vouloir paraître musclé. Là, vous ne comprenez probablement pas où je m'en vais avec Indiana Jones, mais le premier film a été fait en 81. Puis en 81, il avait 39 ans, puis c'était un homme, un très bel homme, un homme pas si tant musclé que ça. Puis plus les films avancent, jusqu'au film de cette année, en 2023, il a 81 ans, puis il est plus musclé, il est 3 fois plus musclé que le premier film. Fait qu'on peut voir que c'est un idéal qui va vraiment varier dans le temps. Et de nos jours, l'idéal le plus récent, le plus problématique à mon avis aussi, c'est celui d'idéal athlétique. C'est quoi l'idéal athlétique? C'est avoir l'air shape, avoir l'air en santé, avoir l'air en forme. Ce qui arrive avec cet idéal-là, c'est qu'il est considéré, il est associé à la santé. Plus j'ai l'air fit, plus j'ai l'air en forme, plus je vais avoir l'air en santé. Puis cet idéal-là, il est beaucoup associé avec les efforts qu'on fait dans notre vie pour adopter des comportements de santé. On associe un corps à ce qu'on fait. Ça rejoint le concept de méritocratie. Je chante en mots. La méritocratie, c'est qu'on obtient ce qu'on mérite. Ça veut dire que si je suis en forme, si je suis belle, je suis mince, je le suis parce que je l'ai mérité. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ai un corps plus gros que ce qui est attendu dans la société? Ben, je le mérite aussi. Fait qu'il y a un problème qui se fait. Puis le fait qu'on est responsable de ça, ça appuie le fait qu'on peut contrôler notre corps. Mais là, j'avoue, si on veut contrôler notre corps,
je vois pas tout le monde. Oui. Manger moins, bouger plus. Manger moins, bouger plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rajouter quelque chose à ça ou ça englobe les réponses de tout le monde? C'est pas mal ça. On va nous dire de manger moins, bouger plus. Je m'aventure tranquillement dans l'alimentation, dans les modes alimentaires. Quand je parle de mode, je parle de tendance, parce que je pense que tout le monde est un peu au courant que les diètes, c'est un peu passé date. On le sait, là, c'est courant dans la littérature. Les diètes, c'est pas bon pour la santé, ça nous fait pas du bien, on a un cycle de restriction, désinhibition qui est dans le fond. Plus je me restreins, dès que cette restriction-là est élevée, je vais avoir tendance à manger pour rattraper le temps que je me suis restreint. Ça a un impact considérable sur notre santé, c'est inévitable. Mais de plus en plus, ces diètes-là sont dévisées. On parle ici de Weight Watcher, qui est rendu, corrigez-moi si je me trompe, well-being, quelque chose, mais ils ont enlevé le Weight Watcher parce que ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on dissocie le poids. Ça reste la même compagnie, l'objectif est le même, c'est de perdre du poids, mais on enlève le poids du grand titre. C'est la même chose pour les diètes keto, pour le jeûne intermittent, c'est des modes alimentaires qui ont au final le même exercice qui est soit perdre du poids ou être plus en santé. Puis c'est ça qui arrive de plus en plus, c'est qu'on va se concentrer sur mais c'est pour être plus en santé. Au lieu de beach body, on va appeler ça juste body, puis on va se concentrer sur l'estime de la santé, excusez une traduction très bonne, mais c'est ce qui se passe en alimentation. On a moins de diètes, mais on a de plus en plus de modes alimentaires qui ont le même impact négatif sur notre santé, autant physique que mental. On parle physique de la restriction calorique, mais avec des diètes comme ça aussi, ce qui arrive, c'est que notre poids va fluctuer. On va en prendre un petit peu, en perdre un petit peu, en prendre un petit peu. Ça a un impact beaucoup plus dommageable sur notre santé que de rester à un poids stable qui serait même plus élevé. Sur la santé mentale, on connaît la relation entre l'alimentation et la santé mentale. Je pense que pour pas tendre à des comportements qui peuvent s'avérer mener à des troubles alimentaires, il faut essayer d'avoir une alimentation qui est le plus intuitive. Connaissez-vous l'alimentation intuitive un petit peu? Une petite affaire que je suis en psycho, ma gang de psycho, mais l'alimentation intuitive, ça serait de manger sans restriction. Mais là, il y a un mythe à démystifier dans tout ça. J'y arrive, là. Vous devez trouver que je tourne un peu autour de la chose, mais pourquoi on ne pourrait pas modifier notre poids? En première place, c'est la génétique. Combien vous pensez en pourcentage que la génétique est responsable de la variation de notre poids? Comme un enchère. Ah, comment? 30%? 35, 60? 70. 75? Plus de 70%! Plus de 70% de la variation de notre poids est attribuée à la génétique. Et si je fais un petit calcul rapide, là nous laisse 30%, on peut jouer un peu. Notre marge de manœuvre pour avoir un contrôle sur notre poids, c'est 30%. Ce qui est déjà pas beaucoup. Ce qui arrive avec ce 30%-là, c'est qu'il est aussi influencé par beaucoup d'autres choses. Le niveau socio-économique, l'environnement socio-culturel qu'on a parlé plus tôt dans la présentation, conditions médicales, pharmacothérapie. Donc, notre marge de manœuvre est vraiment pas si grande qu'on pense. Mais là, je vous entends dire, qu'est-ce qu'on fait avec les saines habitudes de vie? Ça sert à rien? Mais non, c'est prouvé que ça a un impact positif sur notre santé en général. Fait qu'on adopte une alimentation qui est variée, équilibrée, un mode de vie actif. Ça peut avoir un impact sur notre santé, mais pas nécessairement sur notre poids, par contre. C'est seulement s'il y a un impact, on peut en avoir un. Ça varie selon les personnes. Il y a personne dans la salle qui a la même génétique, mais ça joue dans cette petite marge de manœuvre. Si on conclut avec mon on ne peut pas vraiment contrôler notre poids. Mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de génétique qui contrôle leur variation de poids. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon aux façons de perdre du poids. C'est pas sans conséquences. On en a parlé rapidement des conséquences physiques et mentales. Je pense que c'est ça qui est en retenir. Et là, au début, je parlais de l'insatisfaction corporelle. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas modifier notre poids et qu'on est insatisfait corporellement, ben, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Par contre, on peut agir sur notre environnement socio-culturel, par exemple, à notre ère. C'est beaucoup les médias et les réseaux sociaux qui nous exposent à du contenu pas trop varié
sur l'image corporelle. On pourrait essayer de faire un ménage de nos réseaux sociaux, par exemple, pour prioriser des comptes positifs sur l'image corporelle, nous exposer à la diversité de corps. Ça peut, à petit bout de chemin, faire quelque chose sur notre insatisfaction corporelle. Mais on essaie d'avoir un impact sur les sphères qu'on a du contrôle, puis biologiquement, mais on n'a pas vraiment de contrôle sur notre poids. Avez-vous des questions, des émotions? Je suis prête à prendre votre cours. Merci beaucoup, Ariane, pour ta présentation. Ça va être la période de questions. Dans le fond, quand vous posez une question, Ariane va pouvoir répéter la question pour que tout le monde puisse l'entendre et fournir une réponse. Je vous invite donc à poser toutes les questions. Toutes les questions sont bonnes. Les commentaires. Parce que ça, vous avez pu pas l'aimer, ma présentation. J'ai écrit quelque chose en dedans. On l'a dit. Vous avez tout aimé ça? OK. Oui, vas-y. Ben, tu sais, je pense qu'on parlait, là, mais mettons, je sais pas, je vais chez mon médecin et il me dit, hey, il faudrait que tu perdes 20 livres, là. Oui. Je le comprends, ça serait trop possible. Oui, en fait, c'est une super bonne question. C'est la question que, quand on travaille en image corporelle, j'étais avec mes amis en image corporelle, on s'avait posé tout le temps. C'est une très bonne question. La question, c'est si je m'en vais chez mon médecin et il me dit, il faudrait que tu perdes un 20 livres. En fait, je pense que quand on travaille en interdisciplinarité, quand on travaille surtout en santé, surtout les médecins, je pense que c'est difficile pour eux de départager le pour et le contre du poids. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent que les maladies cardiovasculaires ne sont pas exactement liées au poids qu'on a nécessairement. Je pense que moi, comme patient, si je me faisais approcher en me disant qu'il fallait que je perde X nombre de livres pour telle condition, ben, je validerais. Est-ce que c'est une condition que j'ai déjà? Est-ce que je suis en mauvaise santé? Est-ce qu'il y a un problème avec ma santé? Sinon, ben, je pense que c'est à considérer d'aller explorer d'autres pistes de solutions parce que la grossophobie, la stigmatisation liée au poids dans la société, elle est partout. Elle est partout, même dans les bureaux du médecin. Malheureusement, mais c'est tellement vaste comme sujet. Je pense que c'est les personnes qui ont la tâche la plus difficile d'y aller avec la santé physique sur papier et vraiment, l'image corporelle, c'est récent comme domaine d'études. Mais oui, c'est ça. Fait que je pense que moi, comme patiente, je regarderai avec lui c'est quoi lui ou elle, pardon, toutes sortes je regarderai c'est quoi les avenues possibles, pourquoi je me fais proposer ça. Mais je pense que s'il y a une condition médicale, ça peut être possible. Je ne sais pas si c'est impossible. S'il y avait une petite marge, elle est vraiment pas possible. Merci à toi. D'autres questions? Pas d'autres questions? Vous êtes beaucoup, je pourrais rester de même, mais c'est jamais. Ben, merci tout le monde pour vos questions. Merci Ariane pour la présentation. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième présentation de la soirée qui sera donnée par Catherine Gosselin. Cette présentation porte le nom de « Départ à la retraite, à vos marques, prêts, cogiter ». Catherine est une étudiante au doctorat en recherche et intervention en neuropsychologie à l'UQTR et elle s'intéresse au rôle des déterminants de la réserve cognitive. Elle s'intéresse aussi à l'occupation professionnelle, le maintien de la santé cognitive et le maintien de la santé cognitive lors du passage à la retraite. Donc, on accueille chaleureusement Catherine, tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse d'être ici parmi vous pour vous parler de la retraite. Mais de la retraite sous un angle différent qu'on a tendance à pas l'aborder. C'est-à-dire que je ne vous parlerai pas de REER, je ne vous parlerai pas de santé financière, je vais plutôt vous parler de santé cognitive.
Puis à travers tout ça, je vais en profiter pour démystifier certains mythes qu'on pourrait entretenir par rapport au vieillissement. Donc, je commence avec un premier mythe ou réalité. Si je vous dis le vieillissement entraîne toujours une diminution de la cognition, est-ce que vous me diriez que c'est un mythe ou une réalité? Oui? Donc, vous n'êtes pas dans le bon. C'est un mythe. C'est un mythe pour plusieurs raisons. De un, le vieillissement ne va pas toujours entraîner un déclin cognitif. On va avoir des grandes différences entre les personnes. Ce qu'on peut voir, c'est que plus on vieillit en âge, plus il va y avoir de la variabilité au niveau des profils cognitifs. Puis, d'un second point, on a différentes fonctions cognitives comme notre capacité en mémoire ou notre vitesse à traiter l'information. Il va y avoir aussi des variabilités à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on ne perd pas nos fonctions cognitives toutes de la même façon. Donc, et oui, le cerveau vieillit. Les images que vous pouvez voir ici, c'est la comparaison entre un cerveau d'une personne jeune d'environ 20 ans et une personne âgée de 94 ans, mais dans une perspective normale de vieillissement. Il n'y a pas de neuropathologie. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir une diminution au niveau du poids, mais aussi du volume du cerveau. C'est pour ça qu'on peut voir que les ventricules à l'intérieur du cerveau sont un petit peu plus élargis. Puis ça, ça va avoir certains impacts au niveau de la cognition. Mais comme vous pouvez voir dans le tableau, on va avoir certaines fonctions qui ont tendance à diminuer, mais on a aussi des fonctions qui ont tendance à être remarquablement bien préservées et à continuer à augmenter avec l'âge. Donc, ce qui diminue dès la vingtaine, donc je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais en bas, là, sur la statistique, ça commence dès 20 ans, on va avoir une diminution au niveau de notre vitesse à détecter l'information dans notre environnement. On va avoir aussi une certaine diminution au niveau de notre capacité en mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à retenir l'information comme un numéro de téléphone, puis aussi à faire des opérations sur l'information, par exemple des calculs mentaux. Par exemple, ce qu'on peut voir sur la ligne rouge, c'est toutes les connaissances qu'on acquiert sur le monde. Il y a un certain type de mémoire, plus la mémoire sémantique, qui se retrouve très très bien préservée dans le vieillissement, puis plus on vieillit, souvent on a tendance à avoir un plus grand bagage de connaissances. J'aurai un second mythe aux réalités pour vous. Donc, certains facteurs de vie qui influencent le vieillissement cognitif. Est-ce que vous diriez que c'est un mythe ou que c'est la réalité? Donc, c'est la réalité. Il y a certains événements dans la vie qui vont aller influencer, ou du moins qui vont s'associer à un déclin qui est plus accentué au niveau des capacités cognitives. D'un point de vue plus favorable, on peut voir qu'il y a beaucoup de facteurs de vie et aussi de décisions qu'on peut prendre qui vont permettre de maintenir un meilleur fonctionnement cognitif tout au long du vieillissement. Donc, moi, je vais vous parler de la retraite, parce que ça fait partie de mon projet de thèse, mais aussi parce que ça a été identifié comme une transition de vie majeure où on peut voir un déclin accentué au niveau des capacités cognitives. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que dans les études qu'on a faites, on voit qu'il y a beaucoup de variabilité encore au niveau des personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va expérimenter du déclin. On a des retraités qui ont un fonctionnement qui est tout à fait préservé. Puis ça, ça l'a intéressé les chercheurs, bien entendu, à savoir, c'est quoi qui peut influencer ces variables-là. Et je vous amène ici le concept de la réserve cognitive. Donc, le concept de la réserve cognitive, c'est un concept selon lequel, tout au long de la vie, on va faire des expériences. Des expériences qui vont être intellectuellement stimulantes, comme par exemple aller à l'école, ou même à travers nos fonctions d'occupation professionnelle, on va être amené à réaliser différents défis, puis à apprendre aussi beaucoup d'informations. Puis ça nous permet de nous construire une réserve tout au long de la vie, qui fait en sorte que quand on arrive au moment de la retraite, eh bien, on aurait tendance à avoir un fonctionnement qui est mieux préservé, où on ne verrait pas de déclin associé à la prise de retraite. Il y a aussi, je l'ai pas nommé ici parce que ça ne fait pas partie de mon projet, mais aussi toutes les activités auxquelles on va participer au cours de notre vie nous permet aussi de construire notre réserve. C'est bien beau la réserve, mais on ne peut pas juste s'asseoir là-dessus. Donc, une fois qu'on est arrivé à la prise de retraite, il y a beaucoup de facteurs aussi qui nous permettent, ou du moins qui sont associés avec une meilleure préservation au niveau des capacités cognitives. Donc, cerveau musclé, pensée aiguisée. Il y a beaucoup d'activités qui vont être intellectuellement stimulantes et qui nous permettent de bien préserver notre fonctionnement. Notamment les casse-têtes de type Sudoku ont été associés à une meilleure préservation au niveau des capacités cognitives. On a aussi les jeux de société, les jeux qui vont aussi se pratiquer à plusieurs,
Puis les éléments qu'on voyait qui étaient favorables à la cognition sont, bien sûr, ça va stimuler la mémoire, on a des apprentissages de nouvelles règles. On doit aussi développer des stratégies, puis on voyait aussi un effet positif au niveau des activités qui se pratiquaient en grand groupe, parce qu'il y a un caractère très interactif aussi au niveau des stratégies par rapport à la réaction de l'autre au jeu. Il y a aussi la musique. Il y a beaucoup d'études qui ont porté sur la musique comme un facteur qui pourrait stimuler le cerveau. Ce qu'on voyait principalement, c'est de pratiquer un instrument de musique. Mais je dirais plus précisément d'essayer un nouvel instrument de musique, d'apprendre un nouvel instrument de musique qu'on n'aurait pas pratiqué avant. Il y a aussi des études intéressantes qui ont montré que d'écouter de la musique, ça serait bon au niveau des capacités de mémoire, d'écouter des nouveaux styles de musique aussi. Puis, plus en lien avec le vieillissement pathologique, on sait des fois qu'il est capable de rappeler des nouveaux souvenirs. Par exemple, des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, il va avoir une plus grande facilité à rappeler certains souvenirs lorsque c'est associé à des musiques qu'ils vont connaître. Les autres activités qui ont été identifiées comme étant favorables à la santé cognitive, il y a bien entendu la lecture. La lecture, ça demande du balayage visuel, il faut se souvenir d'une série de mots pour justement les maintenir en mémoire, faire du sens. Ça serait favorable aussi aux fonctions cognitives. Il y a beaucoup d'études qui portent sur l'apprentissage d'une langue seconde. Quand on passe d'un langage à un autre, il y a ce qu'on appelle la flexibilité, notre capacité justement de traduire, mettons, les mots, le sens du mot, pour ensuite répliquer dans la langue. Puis ça aussi, c'est associé à des meilleures capacités au niveau de la flexibilité cognitive. Puis, il y a aussi, bien entendu, le fait de continuer à s'instruire. Des fois, de s'instruire dans des domaines qui nous ont toujours intéressés. Il y a aussi des programmes comme l'Université du troisième âge là, qui vont justement permettre aux personnes à la retraite de poursuivre leurs apprentissages. De manière intéressante, il y a le programme MEMO qui a été élaboré par des chercheurs du CRUGM. Puis le programme MEMO, il va se servir de notre mémoire visuelle, puis de l'élaboration de stratégies pour aller faciliter nos capacités à se souvenir de l'information. Donc ici, je vous mets une petite... dans le fond, c'est une image qui représente un petit peu en quoi consiste le programme. Donc, on est tous habitués de faire, mettons, un chemin de manière très régulière. Par exemple, le chemin, mettons, quand on rentre chez nous, mettons, le chemin en allant au travail. Le programme MEMO va nous faire développer des stratégies qui consistent à associer une image visuelle qui va être ludique, du moins saillante, puis, dans le fond, de mettre chaque élément qu'on doit se souvenir tout au long de notre progression, dans le fond, qu'on est habitué de faire. Comme ici, par exemple, si je voudrais aller à l'épicerie et je veux me souvenir d'un verre de lait, d'acheter du lait et d'acheter des biscuits, je pourrais penser à des images ludiques pour aller vraiment comme créer, renforcer un petit peu, je dirais, le stockage en mémoire, la capacité à récupérer l'information. Bien entendu, il y a d'autres facteurs aussi qui contribuent au maintien. C'est bien beau la réserve cognitive, mais il faut aussi s'assurer d'avoir, de faire attention à nos structures. Puis par rapport aux études qui ont démontré des liens avec la cognition, bien, on voit que le fait d'avoir une alimentation, un régime plus de style méditerranéen ou un régime qui est riche en fruits et légumes, mais aussi, dans le fond, en protéines, plus de type végétal, bien, ça s'associe aussi à un meilleur fonctionnement cognitif, surtout au niveau de la mémoire et de la vitesse de traitement. Ça veut dire que sa santé cognitive, ça passe par l'activité physique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est associé à moins de risque de déclin. Mais aussi, lorsque c'est combiné à un entraînement cognitif, comme par exemple le programme MEMO, ce qu'on peut voir, c'est que ça augmente l'efficacité de l'entraînement cognitif. Parmi les activités qui ont été étudiées, on peut noter les cours d'aérobie, la danse, on a dans le fond des activités qui vont aller quand même stimuler un petit peu le système cardiovasculaire. Il y a aussi des activités plus de type entraînement qu'on peut adapter selon notre condition physique, comme par exemple le gym sur chaise. C'est bien beau l'activité physique, mais il y a aussi un autre concept qui est la non-sédentarité. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'en plus de faire de l'activité physique, c'est vraiment important de ne pas rester sédentaire trop longtemps. Donc, bien entendu, il y a la marche qui nous permet de bouger. C'est sûr qu'actuellement, on a tendance à moins marcher qu'avant parce qu'on a notre véhicule pour nous déplacer. Mais c'est sûr que pour avoir une santé cognitive, du moins, c'est recommandé d'effectuer une marche. Lorsqu'on vous dit 10 000 pas par jour, il y a d'autres études qui ont démontré que c'est environ 8 000. Je vous dirais que c'est une marche d'environ 45 minutes.
Il y a bien entendu aussi toutes les activités qui vont aller favoriser, dans le fond, la santé cognitive. Il y a des études qui ont porté sur la méditation pleine conscience. Puis ce qu'on voyait, c'est que le principe actif dans la méditation pleine conscience, c'est vraiment la respiration. Donc, ce qui est important de se souvenir dans la respiration, c'est d'aller justement calmer notre système en inspirant avec une expiration qui va être plus longue que l'inspiration. Et finalement, je finirai avec un facteur qui est très, très, très important. Puis c'est tout ce qui est au niveau du support social. Fait que dans le fond, pour s'assurer d'avoir une bonne santé cognitive, ça passe aussi par la santé globale. Puis la santé globale, bien entendu, ça passe par nos interactions, notre support social. Donc, ce qu'on pouvait voir, c'est que la participation sociale, notamment le soutien émotionnel perçu par les proches, c'était corrélé positivement à la santé cognitive. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Catherine. On va passer à la période de questionnement. Oui, il faut que je me mette dans le cadre. Est-ce qu'on me voit? Yes! All right. Dans le fond, vous pouvez poser vos questions. Catherine va pouvoir répéter la question pour que tout le monde puisse entendre et ensuite répondre au meilleur de ses capacités. Merci. Gaston? Il y a quoi dans le pouvoir de l'application d'entraînement créatif sur le positif sur la. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne question. Ben, ce que j'ai pu, mettons, voir à date dans. La question, dans le fond, Gaspard me demandait, il y a beaucoup d'applications qui ont été construites qui vont, dans le fond, dire un petit peu qui sont capables d'améliorer le fonctionnement cognitif. Il me demandait un petit peu ce que j'en pensais par rapport à ça. Mais dans le fond, ce que la littérature nous dit, c'est que de un, il y a certaines fonctions qu'on voit juste un effet à court terme. Ça veut dire que quand on fait l'entraînement, par exemple, tout ce qui est au niveau plus de la mémoire de travail ou des capacités attentionnelles, bien, ça va être effectif le temps qu'on le pratique. Mais ce qu'on veut voir aussi, c'est la capacité à persévérer dans le temps une fois que c'est arrêté. Puis ça, si je ne me trompe pas, dans le fond, c'était pas tout à fait convaincant comme argument à ce niveau-là. Comme je vous dis, les programmes mémo, ça c'était particulièrement intéressant parce qu'on a vu un effet de l'entraînement cognitif avec l'élaboration de nouvelles stratégies qui perduraient dans le temps. Je pense que l'autre suivi, c'était 3 mois plus tard. Donc, on était quand même capable. Je dirais que par rapport à ça, c'est vraiment variable dépendamment de l'application, puis aussi des, je vous dirais, des fonctions qui sont sollicitées par rapport à ça. Oui, je me demandais si tu disais que dès 20 ans, là, il y avait des fonctions qui commençaient à découler dans la performance de ton entraînement, la formation, tout ça. Pour l'entraînement cognitif, toutes les bonnes habitudes de préserver notre état cognitif, tout ça, est-ce qu'il y a une période sensible pour dépasser cette période-là, par exemple, jouer trop nord? Y a-t-il un timing spécial? Bien, avant, on avait tendance à dire que, qu'on vieillissait, il n'y avait plus de plasticité cérébrale, c'était terminé. Puis, dans le fond, c'est pas ce qu'on voit. C'est sûr que, mettons, plus on vieillit, moins il va y avoir de plasticité, mais il y a toujours possibilité. Il y a certaines études qui vont démontrer, mettons, au niveau plus des facteurs, j'ai parlé beaucoup des facteurs favorables, mais il y a des facteurs qui sont non favorables, comme par exemple le fait de fumer. Bien, dans le fond, il y avait certaines périodes qui étaient, mettons, chez les, je dirais, plus jeunes personnes âgées, fait que 60-70 ans, qui semblaient avoir plus d'impact lorsque la personne développait cette habitude-là un petit peu plus tard dans la vie. Fait que je dirais que je pense que c'est particulièrement variable. Puis au niveau, c'est ça, de la diminution des fonctions, mais c'était la vingtaine par rapport à la vitesse de traitement, la mémoire de travail, mais il y a beaucoup de variabilité interindividuelle, puis ça augmente aussi avec l'âge. Fait qu'on voit un petit peu avec ça qu'il y a beaucoup de facteurs de vie qui permettent aussi, qui nous donnent quand même un pouvoir actif sur notre santé cognitive. Fait que c'est pas tout déterminé, puis c'est ça, il y a beaucoup de façons là, de prévaloir des facteurs de maintien qui nous permettent d'avoir une bonne santé en décès. Oui? Oui, dans le fond, c'est pour le facteur de l'activité physique. Est-ce que si c'est facile, la personne est en train de faire quelque chose qu'elle pense que c'est pas, que ça fait comme un effet placebo, ou c'est vraiment comme l'activité physique qui fait en sorte que les gens s'avancent? Oui, c'est une très bonne. Oui, certainement. Dans le fond, la question est super pertinente. Elle me demandait si l'effet positif qu'on va voir au niveau de la cognition, c'est associé au fait de faire ou c'est plutôt au fait de penser à faire?
C'est bien ça. Puis ça, il y a des études qui ont démontré que le fait quand même de programmer une série de mouvements, mais c'est associé aussi à des changements au niveau du fonctionnement cognitif. Fait que j'aurais tendance à dire que le fait aussi de penser le mouvement, c'est sûr que c'est associé, dans le fond, à certains facteurs au niveau cognitif, mais il y a aussi l'effet de bouger, la santé cardiovasculaire, le fait, mettons, d'augmenter son niveau d'activité, qui peut être, dans le fond, bénéfique au niveau des structures. Fait que je dirais peut-être que c'est un petit peu des deux. Ouais. Oui? Ouais. Ouais. C'est une bonne question. Je demandais si le fait d'avoir, on parle de plus en plus à une progression vers la retraite, fait pas le fait d'avoir une occupation professionnelle et du jour au lendemain arrêter, mais plus une retraite ou une pré-retraite préventive, à savoir, l'effet que ça peut avoir par rapport à la retraite, c'est vraiment une bonne question. Puis, dans le fond, dans ma deuxième étude, on a vu aussi que, dépendamment de la complexité de l'occupation professionnelle, on ne voit pas les mêmes effets de la retraite. Puis, plus particulièrement, ce qui nous a étonné, c'est qu'un niveau de complexité, dans le fond, des travaux plus manuels, on voyait un effet bénéfique de la prise de retraite sur la santé cognitive. Puis, c'était notamment en lien avec le fait que souvent, ça va être des emplois qui vont être plus fatigants physiquement. Fait que ça peut nuire justement pendant qu'on les fait. On vieillit, on est plus fatigué. Fait qu'au niveau de la cognition, on voyait quand même une amélioration quand la personne elle avait le repos qui était associé à la retraite. Fait que oui, peut-être que ça pourrait être une super belle avenue d'y aller avec quelque chose de plus transitionnel pour pas justement attendre que les gens soient fatigués puis ensuite que la prise de retraite. Il y a des autres questions? Merci de votre écoute. Allô? Hey, merci Catherine, merci encore. Super présentation. Je pense qu'on peut la rapplaudir encore une fois. Merci, merci beaucoup. Puis, merci à vous aussi, public, d'être si nombreux, si excités et si présents ce soir. Puis pour vous remercier, je vous donne une pause. Une belle petite pause, 10-15 minutes, pas 20, 10-15 minutes, un peu comme vous voulez. C'est la pause. Bonne pause. J'espère que vous êtes prêts pour l'autre moitié de la soirée. J'espère que ça vous excite, les deux prochaines présentations. Je vais tout de suite accueillir notre troisième présentatrice de la soirée, qui se nomme Élise Desilets. Mon Dieu, merci tout le monde. Le titre de sa présentation sera « La place des potins dans notre vie sociale ». Et Élise est une étudiante au doctorat en psychologie profil recherche, PhD. Elle étudie les normes sociales et elle est passionnée de vulgarisation scientifique. C'est pas pour rien qu'elle est ici ce soir. Donc, je laisse la place à Élise. Alors, bonjour. Moi, je vais vous parler de la place des potins dans notre vie sociale. Le thème de la soirée démontre ton mythe. Je trouvais que ça fitait avec les potins. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Et aussi parce que les potins occupent une grande place dans ma vie sociale. J'aime ça dire pas mal tout le temps. Mais aussi, au-delà de ma vie sociale, occupent aussi une grande place dans ma vie professionnelle. Je suis tombée un peu par hasard sur l'aspect des potins dans notre vie sociale parce que j'étudie les normes sociales. On va y revenir plus tard. Puis, je trouvais ça tellement passionnant que j'ai décidé de vous en parler ce soir. Ça marche pas, Oui. OK.
Vous aurez le droit de patiner là-dessus. Donc, avant de commencer ma présentation et d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous poser 2 petites questions. Premièrement, on est juste entre nous, là. À main levée, qui trouve que les gens qui patinent sont fatigants, ils n'ont pas leur place, ils devraient arrêter ça? C'est bon. Je viens de dire que je patine, c'est mon frère qui lève la main. Donc, ma deuxième question, c'est qui a patiné aujourd'hui? Merci de votre maîtrise. Donc, on va y revenir un peu plus tard. J'ai décidé, en fait, au début de mon doctorat, avant que je commence mes recherches, déjà les potins occupaient une grande place dans ma vie sociale. J'aimais ça, passer du temps à jaser avec mes amis à propos des autres, dire qu'est-ce qui se passait dans l'université. Je voulais être au courant de tout. Mais des fois, je me sentais un peu mal. Je me disais, ah, tu sais, les potins, est-ce que je devrais faire ça? Je devrais-tu arrêter? Souvent, on associe les potins à des choses négatives. Des gens qui sont fâchés contre des événements. Les potins, ça crée de la chicane, ça crée de l'exclusion, des gens qui sont exclus, etc. Donc, je me sentais un peu mal. Mais, à un moment donné, je suis tombée sur un article en faisant mes recherches pour ma thèse qui apportait des points de vue positifs à propos des potins, qui disaient que ça l'aidait, entre autres, à la cohésion sociale puis à la formation des groupes sociaux. Donc, je suis allée creuser un peu plus. Puis c'est ça que j'aimerais vous parler ce soir. Avant de vous parler plus, c'est bien de définir c'est quoi exactement un potin. Donc, il y a différentes définitions, mais les chercheurs s'entendent pour dire qu'il y a 2 aspects principaux que ça prend pour qu'il y ait un potin. Il faut qu'un potin se passe. Premièrement, il faut qu'il y ait 3 personnes. Un émetteur, donc la personne qui dit le potin. Un récepteur, la personne qui entend le potin, et puis une cible, la personne que le potin concerne. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que le potin se passe entre l'émetteur et le récepteur sans que la cible soit présente ou sans qu'elle soit au courant que la discussion la concerne. Donc, par exemple, si en s'en retournant après la soirée, mes parents ils vont dans leur auto, ils retournent chez eux, là ma mère a dit à mon père, il était tellement bonne, le petit il était tellement cool sur scène. Ça, c'est un potin. Ma mère, c'est l'émetteur, mon père, c'est le récepteur, puis moi, je suis la cible. Ça peut sembler un peu bizarre comme exemple, parce que c'est positif. Dans cette situation-là, ma mère est fière de moi, puis elle me trouve tellement bonne. Et oui! Et oui, un potin, ça peut être positif, ça peut aussi être négatif ou neutre. C'est simplement le transfert d'informations d'une personne à une autre sans que la personne de qui l'information concerne soit présente. Donc, on sait c'est quoi un potin maintenant. Pourquoi on fait ça? Vous êtes-vous déjà posé la question? C'est quand même un peu bizarre de vouloir parler d'une autre personne dans son dos sans qu'elle soit là. Donc, les chercheurs ont découvert 4 motivations que les gens auraient en général pour patiner. La première motivation, c'est de nuire à la cible. Donc, de nuire à la réputation, par exemple, de la personne de qui on parle dans le potin. La deuxième motivation, c'est l'apprentissage ou la validation d'informations. Donc, de savoir est-ce que ça s'est vraiment passé, cet événement-là, par exemple. La troisième motivation, c'est simplement pour le plaisir social. C'est une bonne motivation. Et la quatrième motivation, qui concerne plus les normes sociales, qui est mon projet de recherche, qui est pour la protection de notre groupe. Donc, quand on va patiner, généralement, c'est pour on veut avertir les gens qu'une personne a fait un comportement qui ne respectait pas nos attentes, qui ne respectait pas ce qu'on juge que c'est approprié de faire dans un contexte de la vie générale. Donc, on va avertir nos amis, avertir nos connaissances que cette personne-là est peut-être un peu bizarre ou qu'elle a des comportements qui ne se font pas. Donc là, on sait les 4 motivations, mais dans la vie en général, pourquoi nous, en tant qu'humains, on décide de patiner? Les chercheurs ont demandé aux personnes pourquoi vous patinez. Et ils ont placé les 4 motivations
s'en sont arrivés à la conclusion que la principale motivation de patiner, c'était la validation d'informations. Donc, pourquoi on parle des autres? C'est simplement pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Est-ce que c'est vrai ce que cette personne-là a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Etc. Ensuite, il y a le plaisir social. Donc, c'est le fun. Protéger son groupe, toujours. Puis, la dernière motivation, c'est de nuire à la cible. Donc, l'aspect qu'on met souvent de l'avant avec les potins, qui est de nuire à la personne. Les personnes qui en potine, généralement, c'est la dernière motivation qu'on a de nuire à cette personne-là. Donc, par exemple, si vous allez dans une classe universitaire, puis vous voyez une personne habillée en lion sur un bureau, vous allez probablement avoir une de ces réactions-là. Mais ce qui vous intéresse, c'est les pourquoi il pourrait potiner? Pour la recherche d'informations. Est-ce que c'est vrai que Élise a pris la peine de s'habiller en lion, d'aller dans une classe universitaire pour prendre des photos? Le plaisir social, c'est quand même drôle de parler de quelqu'un qui s'habille en lion dans une classe universitaire. Protéger son groupe, dire à nos amis que c'est peut-être pas une bonne idée de s'habiller en lion pour aller à l'école. Puis finalement, nuire à la cible, donc dire « Et comme on peut s'habiller en lion ». Donc, maintenant que vous savez c'est quoi un potin, pourquoi on potine, je vais vous poser la question « Qui a potiné aujourd'hui? » À main levée. Ah, yeah! Je ne sais pas si vous voyez autour de vous. Souvent, on associe le potin aux filles. On se dit, ah, c'est tout le temps les filles en petite gang qui potinent, qui vont rapporter des choses. Mais en fait, la recherche va dire autre chose. La recherche dit que peu importe qu'on soit un homme, une femme, une personne âgée ou une personne plus jeune, aussi peu importe notre statut socio-économique ou notre niveau d'éducation, tout le monde potine. Puis ça occupe une majorité de nos interactions sociales aussi. Par contre, où on a vu une différence, c'est dans les tempéraments des personnes. Donc on sait que les personnes plus extraverties vont potiner plus. C'est pas vraiment un résultat surprenant, considérant que les personnes extraverties, de manière générale, vont parler plus. Donc on retrouve plus de potins dans leur discussion, c'est attendu. Mais il y a aussi une différence culturelle. Donc, dans la majorité des cultures, on voit que le potin n'est pas nécessairement approprié. Mais dans les cultures plus individualistes, comme le Canada ou les États-Unis, le potin est plus approprié. Donc, on va moins trouver ça mauvais, quelqu'un qui potine, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation? Premièrement, un potin, ce n'est pas nécessairement négatif. Donc, ça peut être positif ou neutre. C'est simplement le transfert d'informations entre deux personnes. Deuxièmement, ça touche tout le monde. On est tous appelés un jour ou l'autre à potiner. Donc, on est atteint de cette maladie-là. Et puis, pourquoi on potine? C'est simplement pour arriver à essayer de comprendre notre environnement social. On vit dans un environnement complexe, avec plein de groupes, plein de manières d'agir différentes. Donc, de partager cette information-là nous permet d'être plus convaincus de comment interagir avec les autres. Donc, ça nous aide. Finalement, le potin, qu'on peut, dans la vie générale, qu'on dit que c'est mauvais, qu'on doit arrêter et tout, ben, il y a peut-être une nuance à apporter. Ça a un aspect social vraiment important. Puis, il ne faut pas nécessairement bannir les potins de notre vie dès qu'on en entend parler. Donc, merci. Oui. Est-ce que tes études sur l'influence de la qualité des potins, parce que comme tu as dit, des potins, ça peut être négatif, ça peut être neutre, ça peut être positif. Est-ce que, justement, pour les quatre motivations, la valeur du potin a un impact sur à quel point ça peut aider la motivation, si le potin est plus positif, plus négatif, ou s'il n'y a pas eu d'études là-dedans? Alors, la question, c'était de savoir si
la balance, en fond, du potin, si le potin était positif ou négatif, si ça avait un lien, je crois, avec la motivation de la personne. C'est ça? Un lien qui a un impact aussi sur Un impact. l'atteinte de l'objectif. L'atteinte de l'objectif. Donc, il n'y a pas. En fait, les études, c'est souvent général, donc ils vont demander aux gens pourquoi ils potinent de manière générale. Il n'y a pas de. J'ai pas vu de lien direct nécessairement de fait entre est-ce que le potin était positif ou négatif et l'objectif du potin. Par contre, ça a été fait. Il y a plusieurs études là, qui ont montré, qui ont étudié des personnalités plus narcissiques, par exemple, où on pourrait penser que l'objectif était vraiment de nuire aux personnes. Mais dans ce cas-là, même les personnalités narcissiques, etc., ils ont leur motivation primaire, c'est vraiment d'aller récolter l'information. Donc ça reste ça, c'est quand même assez fort là, comme motivation pour potiner plus que de nuire à la personne. Oui? Il y a beaucoup de personnes pour qui potiner est un niveau social. Ils vont potiner, aller chercher des informations pour se rendre important, pour redonner l'importance. Peu importe que ce soit positif ou négatif, le but est simplement d'aller chercher le plus de potin possible, d'en ramener le plus possible, pour se rendre important dans la société. Oui, c'est ça, exactement. La question, dans le fond, c'était de dire que il y a plusieurs personnes dans la population qui vont aller chercher l'information par les potins, simplement pour se rapporter de l'importance. Donc, ça revient un peu à la motivation que je parlais du plaisir social, donc d'acquérir l'information dans le but de la transmettre à d'autres, de conserver, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la société. Oui, ça peut se donner de l'importance parce que tu peux te rendre un peu au centre de ton cercle social pour pouvoir réguler l'information qui se passe. Oui, exactement. Y a-t-il d'autres questions? Ah, oui. Je me pose la question, par exemple, là, je reviens de mon stage en Russie, puis par exemple, j'ai vu ma cliente, j'ai parlé avec la superviseur de ma cliente, est-ce que tu considérais ça comme un potin? Est-ce que tu considérais ça pas dans un potin, que c'est quelque chose que tu connais? Donc, la question, c'est dans un cas où, par exemple, un étudiant en psychologie revient d'un stage avec une cliente, puis il parle de avec sa superviseure de sa cliente, est-ce que c'est considéré comme un potin? Donc, dans le sens strict du terme, oui, ça serait considéré comme un potin parce que c'est le transfert d'informations. Après, ça dépend encore, certains chercheurs diraient non, parce que c'est dans un objectif d'éducation, par exemple, ou des choses comme ça. Mais si on suit à la définition qui est plus acceptée globalement, là, oui, ça pourrait rentrer dans la catégorie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci de votre écoute et merci à mon fan club. Merci beaucoup, Élise, pour ton excellente présentation. Je sais pas pour vous, mais moi, ce soir, je me sens définitivement mieux dans ma peau, dans mon cerveau, puis par rapport à la marque que je dis sur le monde. Je me sens bien, je me sens très, très bien. On va donc tout de suite accueillir la dernière présentation de la soirée, qui sera faite par William Trottier. Vous avez hâte, hein? Le titre de la présentation sera l'attachement, un long fleuve tranquille. Et William est étudiant au doctorat en psychologie agriculturelle sous la supervision de Hermione Bussière et Chantal C. Et son projet de thèse porte sur l'attachement des enfants autistes, plus particulièrement le lien de confiance qui unit les enfants autistes à leurs parents. Vous pouvez accueillir William de façon chaleureuse. Merci Gabriel. Ça se peut que tu ne sens pas très bien après la présentation par contre, mais... Donc,
c'est vraiment pour moi, je suis vraiment content de vous parler d'un sujet qui me passionne, que je parle tout le temps, que je crée vraiment beaucoup. Je vais vous parler d'attachement. Juste à main levée, qui sait c'est quoi l'attachement? Bon, il y a du monde qui savent c'est quoi, il y a du monde qui ont sûrement entendu un cours de développement d'enfants, il y a sûrement que non. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous donner des petites bases en attachement pour pouvoir qu'on ait la même chose. Donc, l'attachement, aussi appelé les représentations d'attachement, c'est la façon dont nos relations sociales nous permettent en fait d'expérimenter d'autres relations sociales. Ça veut dire que les relations que j'ai eues quand j'étais jeune, par exemple avec mes parents, vont influencer la façon dont je vais vouloir interagir avec les autres plus tard. Je vais vous en reparler tantôt, mais pour moi, c'est important juste de vous mettre ça pour commencer. Il y a différentes représentations d'attachement. Donc, il y en a qui sont plus sécurisantes, sécures, donc sont positives. C'est-à-dire qu'ils donnent le goût d'interagir avec les autres. Et on va aimer des émotions qui sont liées à ces interactions-là. Tu as des représentations plus évitantes. Ces représentations-là, ben, on n'est pas beaucoup d'émotions. Quand on voit quelqu'un est comme too much ou vraiment trop émotif, on va s'en tenir loin. Tu as des représentations plus préoccupées, anxieuses, ou que ceux-là, ben, on va aimer ça être en contact avec les autres, mais ça va vraiment nous stresser parce que les autres sont vraiment désagréables, stressants, ils ne sont pas prévisibles. Seulement, tu as des organismes qu'on va mélanger tout ça ensemble et on ne saura pas comment se positionner face aux relations sociales. Il y en a qui savent déjà ça probablement. Ça, c'est un peu du réchauffé pour tous ceux qui ont suivi un cours de développement d'enfants. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que les représentations d'attachement, ils vont évoluer avec l'âge et les façons qu'ils vont évoluer vont être différentes. Lorsqu'on est un bébé, lorsqu'on est un très petit enfant, entre 3 et 5 ans, on va évaluer ça en fait avec une séparation avec maman. Puis on va dire, quand tu réagis de telle façon que maman, on va te donner un style ou une représentation d'attachement. Là, quand tu vieillis à 9 ans, ben maman s'en va, tu t'en fous, tu es rendu un grand garçon. Fait que là, on va l'évaluer d'une autre façon, puis on va te demander de raconter des histoires avec des Playmobil. Puis ce que tu vas répondre à la fin des histoires que tu vas compléter, c'est le même qu'on va évaluer tes représentations d'attachement. Et quand tu deviens un adulte, ben là, je vais faire des Playmobil, donc vous savez qu'il y a encore ça. Ben en fait, on va t'asseoir pendant 90 minutes, puis on va te demander en fait de dire, hey, parle-moi de ta relation avec tes parents. Puis c'est le même qu'on va évaluer tes représentations d'attachement. Qui savait ça pour l'instant? Qui était au courant de ça? Intéressant, très intéressant. Les mains lèvent de moins en moins, c'est l'objectif d'ailleurs. Mais même si vous savez ça, pourquoi on parle d'attachement? Ben, il y a plusieurs affaires. La première chose, c'est qu'à un moment donné, j'étais un feu avec des amis, puis il y a un gars qui me dit, hey, je m'intéresse à l'attachement. Mais parle-moi d'attachement à l'âge adulte. Là, je fais, hey, je connais tellement pas ça, moi je m'intéresse à l'attachement des enfants actifs, c'est comme vraiment en zone de confort, mais je vais m'intéresser à ce qu'on en parle. Là, ensuite, quand il y a une soirée de jeux de société, puis là, il y a qui dit, hey, moi je suis tellement d'attachement ambivalent, je fais, oh my god, je pense pas aussi de quoi tu parles. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, on va en parler pourquoi il dit ça. Et là, donné, j'étais avec une règle de chambre avec de mes amis qui m'a dit, hey, tu sais, l'attachement, je peux pas que les relations que j'ai avec mes parents quand j'étais jeune, ben, ils pourraient peut-être influencer mes relations d'aujourd'hui avec la personne. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Puis finalement, à un moment donné, j'étais avec une autre de mes amies, puis on discute, puis elle disait, hey, penses-tu que l'attachement, quand on est petit, ben, c'est bien nos relations amoureuses quand on est plus vieux? Je fais, je sais pas. Mais que je viens de vous dire, ben, c'est super lié à la théorie de l'attachement. Ce que la théorie de l'attachement dit à la base, c'est que nos relations avec nos parents quand on est jeune, quand on est des bébés, vont influencer nos relations tout au cours de la vie, jusqu'à l'âge adulte, et les relations plus significatives, genre les relations amoureuses. Mais ça, c'est-tu vrai ou c'est faux? Ben, on va tenter d'y répondre ensemble. Je ne donne pas la réponse tout de suite pour que vous m'écoutiez aussi. Pour ce faire, ben, on va parler de l'attachement, comment ça se développe plus précisément. Ensuite, je vais vous demander, ben, l'attachement, c'est quand même affaire tout au long de la vie. Est-ce que ça reste constant ou non? Finalement, on va parler d'amour et d'attachement à la fin pour voir si c'est vrai. Donc, c'est le début d'une histoire, peut-être belle, peut-être moins belle, mais un bébé avec ses parents s'occupent de lui. Ses parents vont s'occuper de lui, et à force d'avoir des contacts avec lui, il va se créer des représentations d'attachement, comme je vous expliquais tantôt. Donc, une représentation d'attachement, je le répète, c'est une façon de voir le monde et de voir les autres interactions avec les autres personnes. Et cette façon-là va influencer si on apprécie ou non ces interactions sociales. Et ça vient du contact avec nos parents. Donc, la façon dont nos parents s'occupent de nous, ben, ça va créer nos représentations d'attachement. Donc, ici, la représentation d'attachement de cet enfant-là, de ce bébé-là, c'est un carré vert. Donc, c'est une forme géométrique, et cette forme géométrique va servir justement à saisir un peu les autres relations sociales. Fait que là, mettons ici,
premier carré vert, on a une petite fille qui, elle, a le carré vert. Et elle, ses représentations d'attachement, ses relations avec ses parents vont faire qu'elle va être portée à aller vers d'autres personnes qui n'ont pas peut-être des carrés verts. Parce que ça peut lui donner beaucoup d'interaction avec eux. Mais par contre, hey, pas question d'avoir un triangle rouge, ça ne me parle pas, ça n'a pas de bon sens. Et ça, cette idée-là, c'est vraiment des représentations d'attachement. C'est comme une genre de forme géométrique qu'on va appliquer à d'autres personnes qui disent hey, est-ce que cette personne-là fait avec le corps géométrique que j'ai? Oui, non, peut-être. Ah oui, non. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ça se pourrait qu'on ait vers la personne, ça se pourrait qu'on ait pas. Pour ceux qui s'intéressent un peu plus à quoi concrètement ça pourrait ressembler, par exemple, quelqu'un qui a un corps vert, on peut dire qu'elle est plus évidente. Donc, elle n'a pas les émotions et tout. Donc, elle, cette semaine, elle voit quelqu'un qui parle de ses émotions, qui est super ouverte là-dessus, qui parle de toute sa vie. Mais probablement qu'elle, c'est un cercle rouge qu'elle va sentir des droits. Donc, c'est vraiment important, justement, de comprendre cette base. Et donc, ce que la théorie de l'attachement nous dit, c'est que cette forme géométrique-là, cette représentation qu'on fait des autres, serait la même tout au long de la vie. Donc, quand on est avec nos parents, ils nous donnent une forme géométrique et ça ne changerait pas du tout. Ça, c'est ce que la théorie dit. Mais c'est un petit peu simpliste parce qu'il ne fait pas toujours beau, puis c'est pas tout le temps nice, la vie. Il y a des moments difficiles, il y a du stress, il y a des difficultés, il y a des choses comme ça. Et ça pourrait influencer notre relation d'attachement. Par exemple, on pourrait parler d'un déménagement, d'un deuil, d'une dispute, on va en parler plus loin. Les grands fans, là, les mordus de la théorie d'attachement, on n'a pas dit les personnes qui ont inventé la théorie, pensaient que malgré les orages, malgré les difficultés, nos représentations d'attachement ne changeront jamais. Donc, même si je vis un deuil, même si je vis une séparation très difficile, ben, l'attachement va rester le même, il va rester constant. C'est ce qu'on appelle un peu la perspective classique. D'autres gens qui s'intéressent à ça disent ben non, moi je pense que ça peut changer. Je veux dire, si maintenant je me fais élever par ma mère, puis ma mère est très importante pour moi, du jour au lendemain elle décède, ben peut-être que ma représentation des autres va changer à cause de ça. Et ça pourrait être logique aussi. Ça, c'est la perspective plus évolutionniste. Mais là, tu sais, avant de lever ça, est-ce que l'attachement va rester le même à toute la vie, donc classique, ou il va changer selon le stress, donc on dirait plus révolutionniste? Vivant la révolution, mais donc juste pour les personnes à la maison, à peu près tout le monde pense que ça va changer avec le temps. Et je suis désolé, mais les résultats d'une méta-analyse sur le sujet, donc une étude qui inclut toutes les études, affirmerait que ce n'est pas le cas, c'est la perspective classique qui s'applique, donc l'attachement resterait le même tout au long de la vie. Je vous invite à poser des questions là-dessus, parce que je pense qu'il faut critiquer ces études-là, il faut en discuter tous ensemble. Mais c'est la conclusion de l'article, et mon travail est juste de vous amener la conclusion de ces recherches-là. Et là, on dirait, qu'est-ce qui pourrait faire varier l'attachement? Parce que ce que je vous ai dit, c'est que les chercheurs ont conclu ça, mais ils sont néanmoins d'accord que dans certains cas plus précis, dans certains cas plus difficiles, par exemple, lorsque l'environnement n'est pas soutenable, lorsqu'il y a du stress, bien, l'attachement change. Mais que globalement, si l'environnement est cool, si l'environnement est bien, bien, il changera. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Bien, il y a des choses qui vont favoriser, comme le maintien de la relation d'attachement, genre des belles conduites parentales, des émotions positives, des programmes qui vont travailler la relation parent-enfant. Mais qu'est-ce qui ferait que l'attachement pourrait changer? Que cette théorie-là ne se tient pas nécessairement. Mais il y aurait des séparations, il y aurait des deuils, il y aurait justement des déménagements. Il y a même des études, en fait, je pense pas que je l'ai mis sur la diapo, mais qui dit que si ma mère travaille à la maison, ou si elle travaille à l'extérieur, ça peut changer. Il y a plein d'études de ce style. Puis là, bon, là, une autre chose qu'on dit souvent, c'est que, hey, oui, c'est quoi mon style d'attachement? Là, je fais, ben, je sais pas, là, c'est pas moi de répondre à ça. Puis là, je leur dis pas non plus, hey, va sur Google, va faire un quiz de 15 minutes pour savoir c'est quoi ton questionnaire d'attachement, ton style d'attachement, c'est bien plus compliqué que ça. L'attachement, c'est comme je le disais tantôt à notre âge, c'est avec les employés de 90 minutes, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'évalue, c'est plus compliqué que ça. Puis si vous regardez, le dernier, c'est quel est votre type d'attachement amoureux? Fait que là, il y en a qui vont dire, hey, l'attachement et l'amour, c'est exactement la même chose. Mais je vais vous dire, les amis, c'est pas la même affaire. Petit tableau assez simple ici, je vous explique. Donc, la photo qui est avec notre petit bonhomme aux cheveux bruns, ça, c'est les corrélations qu'on a pour la stabilité d'attachement. Ce que ça veut dire de façon plus claire, c'est le lien qui existerait entre l'attachement quand je suis un bébé et l'attachement à l'âge adulte.
on aurait, selon les chiffres qu'on a ici, une corrélation qui serait modérée, c'est-à-dire que l'attachement reste relativement stable. Et c'est là-dessus que les chercheurs qui se disent que quand vous avez le point, vous avez eu tort, c'est là-dessus qu'ils se disent pour dire que vous avez eu tort. Ensuite, on sait que les relations amoureuses auraient aussi une relation modérée avec l'attachement à l'âge adulte. Ça veut dire que les chercheurs disent qu'il y a un lien entre les deux, mais que l'attachement, c'est pas exactement comme l'amour. Quand on y pense, c'est logique. L'attachement, c'est quand je suis un enfant, les relations que j'ai vont influencer comment je vois les autres ensuite. Mais ça ne veut pas dire que c'est lié à l'amour, mais il y aura un lien modéré entre le fait que j'ai des belles relations quand je suis jeune avec mes parents et le fait que j'ai des belles relations amoureuses. Puis là, il y a beaucoup de gens en fait, qui étudient en psychologie qui disent, mais là, oui, tu ne peux pas conclure qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire entre l'attachement quand tu es petit puis tes relations amoureuses à l'âge adulte. C'est bien trop loin, ça n'a pas rapport. Ça peut être une étude qui s'intéresse juste à ça. J'en ai trouvé une, et le lien de 0.21. Donc, c'est un lien qui serait faible. Donc, le lien de quand on est jeune, quand on est un enfant, nos relations avec nos parents, il y a un faible lien positif entre ça et nos relations amoureuses. Je vais inviter les gens à poser des questions puis à discuter de leur avis là-dessus pour savoir si, justement, ça confirme. Parce que c'est un peu dur de dire si c'est vrai ou c'est faux. Les chercheurs en attachement vont dire c'est vrai, hey, ça confirme la théorie. Cette corrélation-là, ce niveau-là est bon. Pourquoi? Ben parce qu'on prend des outils différents. On a 20 ans de différence dans nos mesures. De 6 mois, de 20 ans, on trouve un lien entre les deux. C'est du génie, là. Il y en a qui vont capoter. D'autres gens vont dire, ben là, hey, point 21, oui, il ne pas dans les murs. C'est pas super. Donc là, même si c'est vraiment intéressant. Je vais vous inviter à critiquer. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, puis aux statistiques, puis à la méthodologie de parler de ça. J'ai terminé. Mais il y a certaines choses que je veux dire, et je trouve ça important de les dire. La première chose que je veux dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire, je suis allé très rapidement, je suis allé très au but, mais l'attachement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus que ça que ce que je vous ai expliqué. J'aurais des profs d'unis spécialisés en attachement, puis il m'en serait sûrement des roches en ce moment. La deuxième chose, c'est que c'est vulgarisé justement. Donc, j'ai simplifié des trucs, il y a des mots souvent plus utilisés qui sont compliqués pour ça, mais c'est pas mon but. Mais si jamais ça vous intéresse, on peut en parler. Et finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de limites aux études que j'ai présentées. Puis il y a des débats dans la littérature, c'est-à-dire des gens qui constatent que ce que je vous ai dit, c'est vrai, d'autres qui constatent que ce n'est pas nécessairement vrai, mais que ça vaut la peine justement de se poser des questions là-dessus. Donc, voilà. Oui. Mais tu parlais tantôt d'un lien d'attachement positif, ça a un effet sur le développement. Mais si à la base, il y a un lien d'attachement qui est négatif, est-ce que ça se récupère? C'est une excellente question. Donc, pour ceux à la maison, on demande de savoir est-ce que c'est un lien d'attachement négatif? Est-ce que c'est possible de le rendre positif pour aller chercher des bienfaits sur le développement? Et la réponse, c'est oui. Dans le laboratoire dans lequel je fais mes études, il y a des programmes qu'on appelle d'intervention relationnelle. On travaille la relation d'attachement parent-enfant pour justement rendre cette relation-là plus positive et aller chercher des bienfaits positifs envers le développement. Il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là, puis c'est très populaire au Québec, ce style d'études. Est-ce que ça répond? Oui, Yasser. C'est une excellente question. On demande si c'est possible d'avoir plusieurs styles d'attachement, donc par exemple un lien avec la mère et un lien avec le père. La réponse, c'est si on parle de lien d'attachement envers ton parent, oui, parce qu'il faut préciser certaines choses. Le lien d'attachement, quand tu es jeune, par exemple avec ta mère, c'est un lien unique. C'est-à-dire, on dit justement que c'est vraiment une relation privilégiée que tu as avec ton parent. Donc oui, c'est possible, par exemple, d'avoir un attachement ultra sécure avec ta mère, puis désorganisé avec ton père, dépendamment de comment ils sont avec toi. Néanmoins, l'interaction de tes relations avec les parents va faire que tu vas intérioriser la forme géométrique que je t'ai dit, et ça va être un peu le mélange des deux qui va créer tes représentations d'attachement. Donc la nuance, elle est très très petite, mais extrêmement importante pour qu'on fasse la différence entre un lien d'attachement et une représentation d'attachement. Est-ce que c'est clair? OK. Oui, Catherine? Il y a justement que l'attachement, ça change selon la personne avec qui tu es quand tu es adulte, par exemple. Vu quand tu étais jeune, tu avais par exemple un attachement sécure, que là, avec tes relations amoureuses, justement, ou amicales, ça a changé.
sont avec ça, mais pas nécessairement le fond. Si j'ai bien compris ta question, c'est savoir s'il y a des changements dans ta relation d'attachement versus tes relations amoureuses. Non, mais dans le fond, selon la personne, il peut y avoir des changements, Ok, oui, j'ai compris. La réponse, la question c'est est-ce que tu peux par exemple avoir une relation amoureuse plus positive avec quelqu'un et plus négative avec une autre? Puis la réponse est oui, parce que un peu comme la relation d'attachement, la relation amoureuse est une relation unique vraiment entre deux personnes qui justement peut être influencée par différents facteurs. Et on ne parle pas vraiment de juste comment toi tu perçois l'amour, par exemple, mais de la relation par rapport entre tes deux. Et là, évidemment, ça dépend de qu'est-ce qu'on mesure, ça dépend des outils, ça dépend de ça. Mais réponse courte, oui. Ça répond? Oui, Florence. Donc, il y a d'autres méthodes à l'âge adulte. La méthode que je vous ai dit, c'est la procédure étalon, c'est-à-dire c'est la meilleure procédure qu'on a pour évaluer ça. Et je t'explique peut-être pourquoi ça ne fait pas de sens, mais je vais essayer de rendre du sens à ça. On va évaluer dans cette entrevue-là différents facteurs par rapport à l'attachement. Et un des facteurs qu'on va évaluer, c'est l'idéalisation et le déni, d'accord? Donc, par exemple, une personne qui aura un attachement évident, c'est-à-dire qu'elle n'a pas nécessairement des belles relations avec ses parents, va dire... l'intervieweur va demander hey, comment c'était avec tes parents? Ah, c'était nice. Il était gentil avec moi. Et là, après, il va demander OK, donne-moi un exemple de ça. Et là, souvent, les personnes avec un attachement évident ne sont pas capables de répondre ah, je m'en souviens pas. Ah, je m'en souviens pas, mais c'était nice. Donc, il y a une analyse qui est faite du discours de la personne, de la cohérence dans ce qu'elle dit. Quelqu'un qui a une belle enfance, qui est vraiment du plaisir avec ses parents, c'est capable de dire des bons moments. Aller au parc, ils sont venus me voir jouer au soccer, des choses comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont l'amener plus vers l'évitement. Donc, il y a comme une analyse du discours qui est effectuée, puis c'est pas juste les processus conscients, mais certains aspects inconscients de la personne qui sont évalués là-dedans. Je ne sais pas si ça aide, là. Oui, mais est-ce qu'on s'intéresse aussi aux relations actuelles pour évaluer le style d'attachement, pas juste dans ce que la personne se souvient de son enfance? Je ne connais pas. Florence demande si on utilise assez ça pour savoir si on évalue d'autres choses en relation d'attachement. Je ne suis pas assez au courant de ça pour répondre malheureusement. Oui, Catherine? J'avais une question par rapport à la méta-analyse. C'est souvent plus évolutionniste, plus classique. J'en ai deux. La première, c'est est-ce que c'est la seule méta-analyse qui portait sur ce sujet? Puis la seconde, c'est est-ce que tu penses qu'on ne peut pas avoir un biais de compréhension au fait que, dans le fond, les études qui sont plus classiques sont utilisées depuis plus longtemps, ils montrent des résultats significatifs. J'aimerais t'entendre là-dessus. Catherine demande si la méta-analyse que j'ai citée est la seule sur le sujet. Réponse courte, oui. Et Catherine me demande s'il peut avoir un effet, en fait, de cette des études qui sont publiées sur les résultats de cette méta-analyse. Je suis vraiment content que tu poses la question parce que j'ai beaucoup hésité à en parler. Puis moi, je crois que oui. En attachement, puis dans beaucoup d'autres domaines, on a un problème qu'on s'appelle la malédiction du gagnant ou de winner first. Ce problème-là, en fait, c'est que on publie juste les résultats qui sont favorables ou qui démontrent un peu qu'il existe quelque chose. Et tous les résultats qu'on démontre qui n'existent pas nécessairement ce qu'on a dit ne sont pas nécessairement publiés. Ce style d'étude-là est vraiment influencé par ça. Ça veut dire que, par exemple, on aurait une étude qui dit qu'il n'y a pas de lien entre l'attachement des enfants et des adultes. On ne la publierait pas parce que ça ne démontre pas nécessairement ce qu'on veut. Ça fait qu'on parle beaucoup de données et on parle beaucoup d'informations par rapport à ça. Puis hier, je discutais avec un professeur en attachement, puis il disait, lui, justement, dans son labo, il checkait l'attachement des bébés, par exemple, l'attachement des enfants, par exemple, de 5 ans, puis qu'il n'y a eu aucun lien entre les deux, mais que c'est pas nécessairement publié parce qu'il n'y a pas de lien, justement. Fait qu'il y a vraiment un gros effet, justement, de ça. Ça fait partie de mes critiques envers la méta-analyse que je vous ai parlé. Merci beaucoup pour votre écoute et vos questions. Merci beaucoup, William, pour l'excellente présentation. Merci beaucoup à tous les présentateurs et merci à maman pour le carré vert ou le triangle jaune ou autre. On sait pas. Donc, j'aimerais vraiment prendre un petit instant pour vous remercier encore une fois, public. Là, vous pouvez vous applaudir. Vous avez été vraiment sur la coche, en grand nombre, chaleureux. Je
suis vraiment très content, je me sens vraiment privilégié de voir autant de beaux visages ce soir. Bistro Brain à Trois-Rivières qui est un bébé encore à Trois-Rivières, puis vous plantez les graines du futur pommier qui sera grandissant plus tard. Ouais, je suis pas un poète, là, je suis en psychologie, c'est pas pour rien. Donc, j'aimerais aussi remercier, pour faire passer le malaise, les présentateurs de la soirée. Merci beaucoup à Ariane, merci beaucoup à Catherine, merci beaucoup à Élise et à William pour les excellentes présentations que vous nous avez présentées ce soir. J'aimerais aussi remercier les bénévoles de Bistro Brain. Merci beaucoup à Rosemary, merci beaucoup à Mathilde, à Justine et à Célia, qui nous ont aidés à faire de la soirée Bistro Brain une soirée qui fonctionne sur la coche. Merci à moi. Yes sir! Merci à moi, yes sir! Et merci à la Chasse-Galerie, au staff de la Chasse-Galerie, à la direction de la Chasse-Galerie. Vous êtes à la coche, vous nous permettez d'être souple et intelligent. J'adore, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et dans le fond, là, c'est le temps de quoi? Vous souvenez-vous, c'est le temps de quoi? Le quiz! C'est le temps de gagner des coupons de consommation pour encore plus boire. Donc, on va afficher. Wow, il est déjà là. C'est comme la projection. Fait que dans le fond, vous pouvez scanner à l'aide de votre machine intelligente le magnifique code QR qui est là. Vous allez être dirigé vers un questionnaire que vous pouvez répondre et les personnes qui seront les meilleures vont se mériter de la bière ou autre chose alcoolisée ou non, dépendamment de votre préférence. Je vais laisser 10 minutes environ. On va revenir à 7h10 pour annoncer les gagnants. Merci encore et à tantôt.